Bon, du coup, j'ai oublié de présenter mon collègue qui va animer avec moi. Il s'appelle Pierre. Donc, Pierre, si tu peux te présenter un peu au chat, si tu veux. Je suis étudiant en histoire et je suis reporter chez Gavroche actuellement. J'essaye de faire quelques articles de temps à autre. Normalement, mon premier article sort dans une semaine. Sujet de la rentrée, la polémique autour de la Baïa et tout ça. Bon, on retrouvera bientôt ton article chez Gavroche. Du coup, je vois que Charles-Henri est arrivé dans le chat. Du coup, Charles-Henri Gallo, est-ce que tu es président de Génération Frexit? Est-ce que tu peux te présenter sommairement à notre public? Alors, je vais faire effectivement très court, donc président du mouvement Génération Frexit, qui a été fondé maintenant en 2020, donc ça fait un peu plus de 3 ans, et militant du Frexit depuis plus longtemps que ça, parce que je me suis engagé politiquement à partir de 2012, et j'aborde d'une manière générale la souveraineté sous tous les angles. Mais mon engagement, en tout cas souverainiste, à la base, était plus sur l'aspect économique, parce que je m'y intéressais beaucoup de par ma formation et par un intérêt plus global. Donc c'est par la question de l'euro en fait que j'étais rentré dans le souverainisme, mais je m'intéresse évidemment à tous les pans de la souveraineté, en particulier souveraineté économique, souveraineté énergétique et même souveraineté migratoire. Dans les élections européennes à venir, tu penses que les souverainistes ont un rôle à jouer, sachant que tu parles de temps à autre d'union des souverainistes. Voilà. D'accord, bah oui, moi l'union souverainiste, c'est quelque chose, pourquoi je me suis souvent battu, parce que je pense que ce serait suicidaire de partir en ordre dispersé, d'autant plus que les thématiques que l'on porte, ou du moins les conséquences de l'Union européenne sur de nombreux sujets, ont été mis, ils sont au cœur de l'actualité. Je pense évidemment à l'inflation, l'inflation qui, les gens oublient souvent de le rappeler, mais même si c'est pas la seule, une grande composante de l'inflation, c'est la politique monétaire, notamment la politique monétaire ultra expansive. Il y avait eu la BCE à partir de 2015 justement pour sauver l'euro. Donc normalement ça devrait être au cœur des débats et malheureusement on l'entend assez peu. Ce que les gens voient beaucoup plus et qui est une composante de l'inflation, c'est la partie énergétique. Et là, c'est vraiment sur le débat public avec la question du marché de l'électricité de l'Union européenne, qui est une calamité à la fois parce que historiquement, c'est ce qui a amené l'endettement énorme d'EDF et le fait qu'il y ait une concurrence un petit peu absurde avec des concurrents parasites et artificiels dans ce marché de l'électricité, mais qui fait que maintenant, avec le mode de calcul de l'électricité et de ce marché, on a une électricité qui est beaucoup trop chère par rapport à notre coût de production, ce qui amène évidemment, ben, pour les particuliers, il y a eu des hausses successives du tarif réglementé, malgré le bouclier tarifaire, donc on en est à plus de 25% de hausse depuis début 2022, et se pose aussi la question pour les professionnels qui, eux, ne sont pas du tout, entre guillemets, protégés par ce bouclier tarifaire, qui eux voient leur coût de l'énergie exploser, notamment, bah, c'est pas mal fait le tour d'actualité pour tout ce qui est boulangerie et d'autres types de commerces, qui doivent malheureusement mettre la clé sous la porte. On voit que les défaillances sont au plus haut, donc ça devrait être un sujet de base de la souveraineté. Et là-dessus, on voit très bien que la réponse du gouvernement, en espèce d'enfumage, d'essayer de trouver un compromis européen qui n'arrivera jamais, parce que l'Allemagne ne veut pas que la France ait une énergie compétitive. Et ça fait depuis septembre 2021 que Bruno Le Maire dit que ça marche pas, mais qu'on doit changer. On voit l'efficacité des négociations. Et la troisième partie, cœur de l'actualité, qui devrait normalement amener les thématiques des souverainistes, c'est évidemment la problématique migratoire, avec toute la problématique de Lampedusa qu'on a vu, mais ça a fait moins de bruit. Il y a eu aussi il y a quelques jours une centaine de migrants qui sont arrivés dans les îles Canaries et en Espagne. Donc, toute cette problématique migratoire, on voit qu'à chaque fois le gouvernement veut faire preuve de fermeté, de montrer qu'il a un petit peu la main,
mais que c'est ce qu'avait dit Darmanin sur Lampedusa, hein, pas un migrant ne sera en France, et 3 jours plus tard, il y avait des reportages en direct de BFM TV avec les premiers migrants de Lampedusa qui étaient arrivés à Paris. Donc on voit bien que là-dessus, l'Union européenne n'a aucune crédibilité, que ce soit sur les questions énergétiques, que ce soit sur les questions migratoires, ou plus globalement sur la question de la politique monétaire qui est très mauvaise. Et là, normalement, ce sont les principales préoccupations actuelles des Français, et le message souverainiste devrait pouvoir largement porter à ces élections. Et donc c'est pour ça qu'il me semble que les souverainistes doivent avoir leur mot à dire. Les souverainistes devraient éventuellement présenter une liste commune aux élections européennes. Et je pense, parce qu'évidemment qu'il y a il y a des différences entre les souverainistes, sinon tout le monde serait dans le même parti. On n'est pas forcément d'accord sur chaque point de politique économique et sociale. On n'est pas forcément d'accord même sur toutes les positions qui ont été prises lors du Covid, même si je pense qu'il y avait un consensus pour une question de liberté publique contre le pass sanitaire. Je pense on est d'accord en fait sur l'essentiel, et surtout que les élections européennes, il faut quand même avoir en tête que ce ne sont pas des élections présidentielles pour lesquelles il faut un programme de gouvernement, et il faut être d'accord évidemment sur toutes les propositions économiques, sociales, éducation, de vraiment toutes les thématiques des élections européennes. Il faut quand même avoir en tête que le Parlement européen n'a absolument pas le pouvoir de changer les choses. La seule chose que peut faire un député au Parlement européen, c'est de s'opposer à de nouveaux transferts de souveraineté. Ça, je pense que tous les souverainistes seront d'accord là-dessus. Et sinon, ce que peut faire aussi un député européen, c'est justement, en étant au cœur de la bête, de creuser les dossiers, de creuser notamment dans les commissions tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, pour dénoncer toutes les dérives de l'Union européenne. Et évidemment, on peut s'en servir de porte-voix, notamment pour un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, un petit peu comme l'avait fait Nigel Farage. Mais en soi, c'est pas au Parlement européen qu'on va décider du montant du SMIC, ou qu'on va décider de la politique éducative qu'il faut mener. Donc je pense que là-dessus, en bonne intelligence, normalement, il devrait pouvoir y avoir un accord assez large des souverainistes pour envoyer justement des députés souverainistes qui pourront, entre autres, faire leur maximum pour éviter toutes les dérives de l'Union européenne, que ce soit l'élargissement, que ce soit de nouveaux transferts de souveraineté. Devancer, parce que je voulais faire écouter à nos auditeurs un petit extrait d'une minute de Valéry Giscard d'Estaing, qui en 2019 avait été interviewé sur Europe 1. Donc je vais le mettre là. Europe 1. Nikos Aliagas rencontre ce matin avec l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, interview réalisée hier en fin d'après-midi à son domicile. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir dans votre bureau, plutôt votre bibliothèque à Paris. Parlons un peu de l'actualité. On a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Voilà, donc ça c'était les propos de Giscard d'Estaing, donc ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, c'est qu'effectivement c'est pas avec une élection européenne qu'on va gérer le SMIC ou la politique éducative, etc. Ça va vraiment plus être de l'ordre de la répartition des pouvoirs et des transferts de souveraineté. Est-ce que toi tu as quelque chose à dire sur cet extrait-là qu'on vient d'entendre? Non, bah c'est effectivement conforme à ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'il va y avoir une révolution de la politique nationale, si ce n'est que symboliquement et dans l'équilibre des forces politiques. Mais c'est pas au sein du Parlement européen, c'est pas par les élections européennes qu'on peut sortir de l'Union européenne, ça c'est pas vrai. Mais ça peut en revanche
Justement, on peut être là pour dénoncer toutes les dérives, on peut être là évidemment pour bloquer tous les transferts de souveraineté éventuels, des accords de libre-échange, même si on a vu que le dernier, le CETA, ils ont de toute façon, alors il a été validé par le Parlement européen, mais on voit que même si c'est pas validé par les États, ils vont quand même de l'avant. Donc il y a de plus en plus, de toute façon, une espèce d'autonomie, que ce soit dans le cadre des traités ou non, de la politique de l'Union européenne. Je veux dire, quand Ursula von der Leyen a décidé de fermer RT France ou d'envoyer des armes à l'Ukraine, elle l'a fait directement, elle n'a pas fait voter ça de toute façon par le Parlement européen oui, n'a pas un pouvoir extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire une montagne et faire croire aux gens que l'union sera absolument impossible parce qu'on n'est pas d'accord sur l'alinéa 3 du texte programmatique des uns et des autres. Ça, je pense que c'est malhonnête, même vis-à-vis des militants, des suiveurs, de dire ça. En fait, c'est pas l'enjeu des élections européennes. Alors j'ai Pierre qui a une question pour toi. Vas-y Pierre. Mais si ce Parlement est si inefficace, inopérant politiquement, pourquoi est-ce que les partis nationaux, à travers notamment la France ou l'Allemagne ou les divers pays qui constituent l'Europe, se battent autant pour gagner ces élections si finalement le Parlement est inefficace? Déjà, faut savoir, là je ne parle même pas des partis en tant que tels, mais qu'il y a une dimension justement nationale d'équilibre des forces, c'est-à-dire dans l'optique de 2027, évidemment que tous les partis veulent faire le score maximum, être le plus fort possible pour montrer les muscles et avoir une sorte de dynamique politique à l'horizon 2027. Donc c'est plus une dimension de politique nationale symbolique d'équilibre des forces. Et après, sinon, c'est quand même important d'y être là d'un point de vue souverainiste. Je ne parle pas forcément des autres partis politiques, mais c'est important d'y être justement pour faire entendre cette voix-là qui n'existe quasiment pas médiatiquement, qui n'existe quasiment plus dans le paysage politique français. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a une époque où il y avait encore des Jacques Sapir, Emmanuel Todd dans mots croisés. Enfin, maintenant, ça n'existe même plus. C'est-à-dire que l'espace politique laissé aux idées souverainistes en France, dans les grands médias, c'est de l'ordre de zéro quasiment. Donc le Parlement européen peut être une caisse de résonance là-dessus, donne de facto un accès médiatique et évidemment, et c'est le but d'être là-bas, c'est aussi de se battre contre tous les transferts de souveraineté. Je vais vous donner un exemple concret, celui du plan de relance de l'Union européenne. Bon, déjà, quand il était sorti, alors je suis pas parlementaire européen, hein, mais dès que le document était sorti, j'imagine que les députés européens étaient censés avoir accès avant. J'avais été le premier à faire une étude de tout ce qu'il y avait dedans, de combien ça allait coûter à la France, des contreparties, où j'avais déjà annoncé dès la signature de l'accord la réforme obligatoire de l'assurance chômage ou des retraites. Et ça, normalement, ça devrait être le boulot des parlementaires européens. Il y a un autre point que j'ai découvert très récemment et je suis sidéré, mais d'ailleurs que ce soit des députés européens français ou même étrangers, que personne avait vu en fait que que la Commission européenne, plutôt que d'avoir emprunté l'intégralité du montant de ce plan de relance, les 807 milliards, de l'avoir fait juste après l'accord en 2020 ou au moins début 2021 quand les taux étaient peu élevés voire quasiment nuls. Ces imbéciles ont attendu en fait avant d'emprunter, ils ont voulu emprunter au fil de l'eau et à début 2022 il restait 636 milliards d'euros empruntés, sauf qu'on n'est plus à taux zéro ou à taux très positif. Maintenant ils empruntent au début de l'année à 3%, maintenant on est déjà à du 3,5%, de telle sorte qu'au lieu de payer quelques dizaines de milliards d'intérêts, il va y avoir entre 200 et 300 milliards d'intérêts à payer. Et ça, qui va le payer, ce sont les États membres. C'est quand même quelque chose de très important quand on parle du budget, parce que ça va être les États membres qui vont contribuer au budget de l'Union européenne. Donc, le budget de l'Union européenne ou même le budget des États membres, il n'y a aucun député européen qui avait vu ça. Normalement, on était au cœur de la bête. C'est quelque chose, si on travaille sérieusement, qu'on doit voir. Donc, il y a un rôle. Et je pense que c'est pas sur le seul sujet où ça doit être fait. Je pense qu'il y a un rôle à jouer là-dedans et qu'il y a beaucoup de choses à faire à Bruxelles pour dénoncer toutes ces dérives-là. Et c'est finalement assez peu fait. Tout à l'heure, tu parlais du fait que l'Union européenne s'arroge de plus en plus de pouvoirs, y compris des pouvoirs régaliens en fait.
On a vu quand même des choses assez étonnantes. Par exemple, pendant la guerre en Ukraine, beaucoup de gens ont découvert, moi je l'ai découvert à ce moment-là, que l'Union européenne avait un chef de la diplomatie, celui qu'on a actuellement, je crois qu'il s'appelle Josep Borrell. C'est ça, oui, Josep Borrell. Qui est quelqu'un qui a multiplié les provocations à l'égard de Poutine. Il avait quand même dit, je cite, qu'il menaçait de détruire l'armée russe au cas où Vladimir Poutine utiliserait des armes nucléaires. Donc on se demande avec quelle armée il compte faire ça, hein, ce chef de la diplomatie. Donc c'est quand même assez surprenant. Qu'est-ce que toi tu penses de cette évolution de l'Union européenne? Alors en fait, ça existe cette évolution et cette excroissance, on va dire, diplomatique. Ça existe depuis le fameux traité de Lisbonne. Avant, ça n'existait quasiment pas. Le traité de Lisbonne, en fait, finalement, ce qui est amusant, c'est que c'est un dérivé de la Constitution européenne qui avait été rejetée par les Français. Mais en fait, lors du débat de 2005, ce qui est intéressant, c'était pas forcément les soi-disant avancées de cette Constitution européenne que les Français avaient rejetées, mais c'était tous les éléments qui existaient depuis le traité de Maastricht. En fait, en ayant ce débat et ce référendum, il y a eu plein d'éléments en fait qui venaient du traité de Maastricht et c'est essentiellement là-dessus que les gens ont eu le rejet. Mais le traité de Lisbonne amenait en plus une sorte de politique de défense européenne plus poussée et cette idée de diplomatie européenne avec le poste de haut-commissaire aux affaires étrangères. Il y avait eu une Britannique, d'ailleurs, juste après le traité de Lisbonne, qui occupait ce poste, et maintenant, c'est effectivement Josep Borrell. Et on voit qu'avec la commission Van der Leyen, ils essayent de pousser de plus en plus la politique étrangère, comme s'il y avait un État Union européenne qui représentait les intérêts des pays de l'Union européenne, alors que ça n'existe pas. Et Ursula von der Leyen fait tout un tas de voyages internationaux, comme si elle était chef d'État. On l'a vu en Chine, on l'a vu dans tout un tas de pays, où elle va être reçue à l'égal d'un chef d'État. Et il y a cette dérive-là, c'est la même chose avec ce ministre, enfin équivalent ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell, qui sur le conflit russo-ukrainien, c'est un copier-coller d'Ursula von der Leyen, c'est quelqu'un qui est ultra-atlantiste, donc forcément qui va avoir des mots extrêmement durs vis-à-vis de la Russie. Alors ça veut évidemment pas dire que la Russie n'a aucun tort dans ce conflit, je pense qu'elle en a évidemment, mais c'est une ligne très grossière et très anti-russe primaire comme peuvent l'avoir les atlantistes. Donc on est en plein là-dedans. Et finalement, c'est un petit peu grotesque parce que une diplomatie, normalement, c'est l'expression d'une souveraineté. Et évidemment, la souveraineté européenne, ça veut absolument rien dire. Il n'y a pas de peuple, il y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne, il n'y a pas de souveraineté européenne. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir une diplomatie quand il n'y a pas de souveraineté? Donc, on est dans une sorte de pensée magique assez immature à chaque fois, du yaka faucon. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'armée de l'Union européenne, donc qu'est-ce qui va menacer quoi que ce soit? Il est assez grotesque, un petit peu, comme je parlais tout à l'heure de l'impuissance de Darmanin sur la question migratoire. C'est un peu comme si on imaginait Darmanin aux frontières entre l'Italie et la France à Menton, d'essayer d'arrêter les migrants avec ses petits bras. C'est un peu pareil avec Josep Borrell, on l'imagine sur le front en Ukraine avec ses petits bras à menacer les Russes. Enfin, c'est grotesque. Et c'est à l'image de ce développement de l'Union européenne qui prend des avis de plus en plus tranchés, belliqueux, agressifs, alors qu'ils n'ont aucune crédibilité à l'échelle internationale. Je pense que ça fait beaucoup rire dans les chancelleries du monde entier quand ils voient des clowns tels que Ursula von der Leyen et Josep Borrell, où ça peut faire pleurer aussi, mais c'est un petit peu différent. Et plus récemment, dans l'Union européenne, on a eu le Digital Services Act, le Digital Service Act, pour parler plus clairement. Le Digital Service Act, qui est une mesure qui encadre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, avec soi-disant pour but de protéger la démocratie, etc. Toujours des bons mots, qui permettent de censurer plus rapidement des propos dans l'Union européenne, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus rapidement des tweets, par exemple, qui vont être masqués avec écrit
Vous avez peut-être déjà vu ça, hein, avec ce tweet a été masqué en France, basé sur des lois locales. Bah, maintenant, il y a quelque chose du même genre au niveau de l'Union européenne. Donc là encore, on voit que l'Union européenne s'arroge des droits régaliens, hein, puisque l'Union européenne se croit légitime à définir les limites du débat public dans tous ses États membres. Comment toi tu analyses ça, le Digital Service Act? Est-ce que tu as suivi un petit peu Alors, je l'ai suivi, effectivement, c'est une dérive contre la liberté d'expression. Enfin, c'est pas pour encadrer la liberté d'expression, tu l'as dit avec bienveillance, mais en fait, c'est effectivement une loi de censure. Normalement, quand effectivement la liberté d'expression, elle est encadrée par le droit, et s'il y a un problème, normalement, il faut aller devant un juge en plus qui va être un juge national, et qui lui peut décider de l'interdiction ou non du propos. Là, c'est pas du tout ça. J'ajoute aussi que avec la justice du droit national, le prévenu a un droit à la défense. Avec Exactement, un droit à la défense. Là, on a une censure privée en fait des réseaux sociaux. On pousse Et une censure a priori, et privée. Et c'est exactement ça. C'est ce que veut l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne est très embêtée par Twitter, où il y a le service maintenant de notes de la communauté. Donc on voit carrément des fois la Commission européenne qui se prend des notes pour dire que son propos est mensonger. On voit du Bruno Le Maire ou des membres du gouvernement qui se prennent des notes pour expliquer à juste titre que leurs propos sont mensongers, parce que ce sont souvent les premiers propagateurs de fausses informations. Et là, on a quelque chose en fait de très flou et qui est la porte ouverte à toutes les censures, parce que ce n'est pas un juge national qui va décider si le propos est, je sais pas, raciste, diffamatoire, ou le contenu est choquant et ne doit pas être montré au grand public. On n'est pas du tout là-dedans, en fait. Là, ce serait une sorte de censure privée qui s'arroge le droit, a priori, sans défense, de censurer un propos. Et c'est évidemment très dangereux, c'est évidemment liberticide. Et on imagine, par exemple, je ne sais pas, une critique fondée de l'Union européenne, mais il pourrait très bien dire que ça n'a pas lieu d'être, et sans autre forme de procès ou de jugement, on viendrait masquer le tweet. On n'aurait plus le droit, par exemple, de rappeler les origines de Jean Monnet. C'est notamment ce qui avait fait une note Twitter sous un tweet de la Commission européenne. Tout ça, on n'aurait plus le droit, et ce serait censuré a priori par la Commission européenne. On n'aurait plus le droit, par exemple, de critiquer la Commission européenne. On l'a bien vu se matérialiser en fait hier, où Thierry Breton a fait un tweet, il a tweeté un courrier qu'il a adressé, mais je sais pas, il n'y a même pas d'adresse, donc je sais pas, c'est juste un courrier digital qu'il a envoyé à Elon Musk pour lui expliquer que dans le cadre du conflit israélo-palestinien, il y avait eu des images choquantes ou offensantes qui auraient été diffusées, merci de faire le nécessaire, etc. Et ce à quoi Elon Musk lui a répondu et l'a bâché en lui disant, s'il y a des propos ou des tweets choquants, merci d'envoyer la liste ici pour qu'on puisse l'examiner. Et en fait, Thierry Breton s'est retrouvé comme un imbécile parce qu'il avait aucune liste, à donner. Il a juste répondu qu'il faut faire le nécessaire comme il a été convenu, etc. Mais en fait, on voit bien que c'est grotesque, c'est-à-dire que c'est même pas quelque chose de précis ou autre. On a l'impression avec ce courrier que c'est selon le bon vouloir de Thierry Breton, selon ce que pense Thierry Breton, qu'un tweet a le droit d'exister ou non. C'est complètement hallucinant, et la dérive est très claire, parce que encore une fois, c'est pas un juge censé être indépendant qui va décider, c'est une sorte d'équipe de modération qui va être désignée par la Commission européenne. Donc en gros, c'est eux qui décident. C'est quand même très grave, et venant de pays qui, et parfois à juste titre, qui passent leur temps à donner des leçons à la Russie, à la Chine, à d'autres pays dans le monde, il s'agirait de ne pas employer les mêmes méthodes chez nous si on veut être crédible et se permettre de donner des leçons à la terre entière. J'ai une question. C'est par rapport au rôle du Parlement européen. On a vu tout à l'heure avec la citation de Giscard d'Estaing que le Parlement européen est là pour rôle de vérifier si les dispositions de la Commission européenne, par exemple, sont bien en raccord avec les traités.
On voit quand même qu'aujourd'hui, il peut y avoir quand même certaines choses, visiblement, à l'initiative des eurodéputés. On avait une eurodéputée ELV qui avait commencé à proposer un permis B européen. Bon, on va pas revenir sur ce débat-là, mais bon, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites depuis le Parlement européen. Est-ce qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre dans le Parlement européen? Est-ce que les eurodéputés ont beaucoup de marge de manœuvre en ce qui concerne l'application des traités? Non, sur l'application des traités, les traités sont décidés entre les chefs d'État. Le Parlement européen n'a pas le pouvoir de modifier les traités, donc il n'a absolument aucun pouvoir sur les traités. La seule chose qu'il peut faire, c'est valider justement une directive ou non sur le fond, et ce que disait Valéry Giscard d'Estaing aussi, c'est si c'est conforme aussi dans l'esprit des traités, si la directive ou le règlement est dans l'esprit des traités. C'est un petit peu ça, et ça devrait être du contrôle justement budgétaire, de l'utilisation des deniers. En ce moment, et vous avez certainement suivi l'horreur de ce qui s'est passé en Israël avec le Hamas. Bah, typiquement, il faut savoir que l'Union européenne a financé pendant des années le FEMISO, qui est une association liée aux frères musulmans, et en sachant que le Hamas est un genre de filiale des frères musulmans. Donc, c'est-à-dire que pendant des années, l'Union européenne a donné de l'argent à ce genre d'association. C'est d'ailleurs pas la seule association proche des frères musulmans qui a été financée par l'Union européenne. Mais c'est celle qui avait défrayé la chronique récemment avec les campagnes pro-hijab. Eh bien, normalement, le député européen doit contrôler ou peut dénoncer justement ce genre de financement qui est totalement scandaleux. Donc c'est un des points, un des rôles que peut mener un député européen. Mais pour ce qui est des traités en tant que tels, les changer, c'est pas du ressort du Parlement européen. Donc ça déjà, il faut savoir que pour changer les traités, c'est pas le Parlement européen, c'est les États membres. Il faut l'unanimité. Ce qui peut arriver pour changer à la marge quelque chose dans le sens de plus d'Union européenne, ça n'arrive absolument jamais pour changer radicalement le fonctionnement de l'Union européenne, parce que les traités actuels sont déjà le fruit de négociations interminables entre États qui ont des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets. Il suffit déjà de prendre la France et l'Allemagne qui sont d'accord sur absolument aucun sujet. Donc personne ne peut et ne veut revenir sur les traités. Donc c'est certainement pas le Parlement européen qui n'en a pas les compétences qui pourrait le faire. Et si on voit bien à travers l'Europe que personne n'est d'accord au sein de l'Union sur les positions à prendre sur tel sujet, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, quand on conteste justement l'Union, qu'on dit qu'il y a un problème et que ça ne va pas, on ne regarde pas avec des gros yeux et on fait non mais comme si c'était un peu tabou de critiquer l'Union alors qu'on voit bien qu'il y a plein de mésententes. Mais tout simplement parce que l'Union européenne, en tout cas pour une part des élites françaises, en particulier des élites politiques françaises, c'est devenu une sorte de religion et l'incantation à la souveraineté européenne, qui est un truc qui n'existe pas. Il y a la même incantation et la même religion d'ailleurs du couple franco-allemand, qui est un truc qui n'existe absolument pas. La France est d'accord sur rien, l'Allemagne passe son temps à mettre des bâtons dans les roues l'Allemagne passe son temps à mettre des bâtons dans les roues de la France, notamment sur la question de l'énergie, de l'électricité, qui a essayé de détruire EDF, l'Allemagne qui a financé Greenpeace et tout un tas d'associations anti-nucléaires pour justement torpiller l'avantage compétitif français là-dessus. Donc le couple franco-allemand, j'ai une expression qui n'existe même pas outre-Rhin, ça n'existe qu'en France. Et ce que je dis très souvent, qui est un petit peu imaginé, mais qui est une réalité selon moi, c'est que s'il y a un couple franco-allemand, c'est un couple sadomaso et c'est Berlin qui tient le fouet. Donc, on est sur c'est le couple franco-allemand, pourtant on l'entend en permanence, on voit les politiciens français qui poussent pour faire le SCAF, l'avion de chasse de demain en commun avec les Français, alors que c'est complètement contre nos intérêts. La même chose pour le char de combat, on voit une sorte de religion de couple franco-allemand qu'il faudrait absolument alimenter.
Et c'est la même chose pour l'Union européenne. En fait, on a une sorte de mentalité d'une part de l'élite française qui est pour le coup un vrai grand remplacement, qui est le grand remplacement en fait de la France par l'Union européenne. Et ce sont des gens qui sont devenus incapables en fait de réfléchir national et qui ne réfléchissent qu'en termes d'Union européenne. Donc, quand on a ce stade de quelque part de pensée, une sorte de pensée magique complètement religieuse, ne serait-ce que de remettre en cause ou de critiquer le dogme, c'est pas possible. C'est comme à l'époque de l'URSS, si vous remettiez en cause de dire que le socialisme de l'URSS ne marche pas, c'est quelque chose qui n'était pas admissible. Et on est dans le même ordre de fanatisme pour ce qui est de l'Union européenne. C'est-à-dire que même de critiquer l'Union européenne, il faudrait quand même, vous vous rendez compte, il faudrait sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, mais quand on dit ça, on a l'impression, pour les macronistes, que c'est un crime de lèse-majesté. C'est pas envisageable. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est un dogmatisme, parce que c'est même pas quelque chose qui est dans les traités, le marché de l'Union européenne de l'électricité, donc on pourrait en sortir et les envoyer bouler, pas entièrement pour ce qui est de la mise en concurrence, parce que ça c'est dans le traité, mais au moins pour ce qui est du mode de calcul, on pourrait, et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une proposition de loi du RN là-dessus, mais par sectarisme, ils n'ont pas tous voté le truc, mais on pourrait très bien décréter qu'on revenait à un prix national de l'électricité pour ce qui est justement de l'énergie interne, et on garde le prix de marché pour les échanges intra-européens. D'ailleurs, comme on est exportateur net, ça nous bénéficiera, donc c'est pas plus mal, mais on pourrait le décréter. Mais en fait, le dogme est tellement fort qu'il fait que pour les macronistes et pour ces gens-là, de dire qu'on sort d'un truc européen, ce n'est pas possible. Et donc là, c'est le côté religieux et paralysie complète, tétanisation dès qu'on évoque ça. Mais pourquoi est-ce que c'est la France qui plie le genou finalement face à l'Allemagne? C'est un manque de volonté de nos dirigeants? Pourquoi est-ce que les dirigeants allemands, eux finalement, dictent la politique qu'ils entendent mener pour l'Union et pour l'Allemagne, alors qu'on voit qu'il y a entre guillemets une sorte de lâcheté de la classe politique française qui n'ose pas faire valoir ses intérêts? Tout simplement parce que pour les Allemands, l'Union européenne n'est pas une religion. Donc les Allemands, eux, mènent leur politique et ils utilisent l'Union européenne comme une continuité des politiques nationales allemandes en défense de ses intérêts. Ils utilisent l'Union européenne pour défendre leurs intérêts. Alors qu'on a des Français qui sont là et qui disent il faut faire un truc européen, etc., et qui sont prêts à sacrifier tous les intérêts nationaux au nom de cet idéal de l'Union européenne. Donc c'est évidemment pour ça qu'à chaque fois la France est le dindon de la farce. On le voit même sur ce plan de relance de l'Union européenne dont je parlais auparavant. C'est-à-dire que l'Allemagne, même si là l'excédent s'est considérablement réduit avec tous les problèmes énergétiques qu'il peut avoir, mais l'Allemagne a bénéficié pendant des années du marché commun avec des excédents commerciaux indécents, là où la France a des déficits commerciaux depuis l'entrée dans l'euro, avec maintenant des déficits commerciaux records, et il faut savoir que les 2/3 de ce déficit, c'est avec des pays au sein même de l'Union européenne. Donc la France ne bénéficie pas du marché commun, l'Allemagne en bénéficie. L'Allemagne bénéficie de l'euro, la France ne bénéficie pas de l'euro. Donc on peut comprendre que l'Allemagne, qui bénéficie du marché commun et de l'euro, consente à payer un petit peu pour les autres pour maintenir un système qui lui bénéficie. La France, elle paye, exactement comme l'Allemagne, mais pour maintenir un système de l'euro et du marché unique qui lui nuit. Donc on voit bien en fait l'aspect, on en revient finalement à cette espèce d'aspect religieux de l'Union européenne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle va utiliser l'Union européenne pour défendre ses intérêts, et elle peut le faire en plus parce qu'elle a une position largement dominante. Il faut savoir que au sein de la bête, dans tous les postes stratégiques, administratifs, etc., il y a des Allemands. Ils ont complètement noyauté l'ensemble du mécanisme, alors que la France, elle, est pas du tout noyautée l'ensemble, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, est prête à chaque fois à céder au nom de l'Union européenne. Donc c'est pas du tout les mêmes optiques et c'est pas du tout les mêmes mentalités. Et dans ce jeu-là, il est certain, et dans cet édifice-là tel qu'il est mené, que la France sortira évidemment perdante de tout ça. Oui, d'ailleurs, tous ces traités, ils ont été faits par des États, par des gouvernements, sans forcément toujours de consultation de leur peuple. Et les directives, elles sont faites par la Commission européenne.
qui n'est pas élu directement par les citoyens européens. Donc finalement, tout ce système, toutes ces institutions européennes, est-ce qu'elles sont aussi démocratiques que l'Union européenne le prétend? Non, ça n'a rien de démocratique. Enfin, en plus, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de compétences de l'Union européenne. Il y a des fois des compétences exclusives. C'est le cas notamment de la pêche, c'est le cas de la politique commerciale. Donc, quand l'Union européenne négocie un accord de libre-échange, c'est l'Union européenne et les commissaires qui négocient directement. C'est pas les États. Les États, eux, ils arrivent à la fin pour signer le papier, mais c'est pas eux qui négocient. Donc tout ce qui est négocié à la base est négocié par l'Union européenne dans un système, encore une fois, où à tous les étages administratifs, c'est dominé par les Allemands. Il y avait un petit peu le Britannique à une époque, maintenant il n'y a quasiment que des Allemands pour les postes importants. Donc on sait très bien pour qui il négocie. Et après, pour ce qui est des compétences partagées, alors ça va être une négociation à chaque fois entre la Commission européenne et les États, mais il faut savoir que ce soit pour les directives, que ce soit pour les fameuses grandes orientations des politiques économiques, en fait, à chaque fois, c'est la Commission qui tient le stylo. Et après, vous êtes dans une espèce de système ou un système de pression des pairs, c'est-à-dire que vous avez le Conseil, justement, avec les chefs d'État ou de gouvernement qui sont là. La Commission fait sa proposition. En gros, c'est une réunion où vous avez une pression, vous avez pendant des heures, vous multipliez les sujets, et l'idée étant qu'il faut céder au nom de l'intérêt européen à chaque fois pour pouvoir avancer. Donc vous imaginez un petit peu le système. En fait, vous avez tout, on vous présente sur un plateau. Alors c'est très bien pour ça, faut le valider, et ils doivent tous s'aligner. En fait, ça fonctionne exactement comme ça. On n'est pas sur une relation où il y aurait les chefs d'État qui seraient à la base demandeurs de faire telle ou telle chose. Ça marche à chaque fois dans un sens où c'est la Commission qui tient le stylo. Et ça change quand même énormément de choses. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de notre sujet. C'était assez complet. Donc je te remercie d'être venu ce soir.